Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le discours de Sa Majesté de vendredi dernier lors de la rentrée parlementaire. Un discours avec de très nombreux messages. Vous avez été très nombreux à le suivre. Devant les parlementaires, Sa Majesté a lancé un appel pour une meilleure justice sociale, la lutte contre les inégalités territoriales. Il a dressé une feuille de route pour un Maroc plus solidaire, bénéficiant à l'ensemble des citoyens, à un développement des régions enclavées en situation de précarité, en tête le développement des centres ruraux émergents. Aujourd'hui, mes invités sont des parlementaires. Latifa Shrif, députée au sein de l'USFP à la commission des secteurs sociaux pour la région de Casablanca-Stade. Malik Al-Hayyan, députée de l'Istiqlal sur la circonscription de Tanger-Tétouan-Al-Husseima et des Marocains du monde. Elle aussi siège au Parlement. Salma Benaziz, pour le parti du RNI, présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, de la migration et des affaires islamiques, mais également des MRE. Bonjour mesdames. Bonjour Fathia, merci pour l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Donc, c'était pas spécialement prévu que je n'ai que des femmes, mais j'en suis absolument ravie, puisque en général, vous êtes reconnus pour ne pas avoir la langue de bois. Donc, j'en suis tout autant heureuse. Mesdames, dans son discours, le souverain vous a directement interpellé. Une attention particulière doit être portée à l'encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics et des différentes lois et décisions, notamment celles ayant trait directement aux droits et aux libertés des citoyens. Cette mission n'est pas du seul ressort du gouvernement, elle est l'affaire de tous, et vous, les parlementaires, êtes en première ligne car vous êtes les représentants des citoyens, a dit Sa Majesté. Comment vous avez tout d'abord reçu ce message ? Je commence avec vous, Malika. Oui, bien sûr. Voilà, je vous remercie pour l'invitation, Fathia. C'est un grand plaisir et ça nous touche dans la mesure où nous vivons au quotidien la vie de parlementaire et on est dans le bain. Et j'aimerais pouvoir insister sur le fait que, d'abord, le discours de Sa Majesté était exactement en place, là où il faut, avec les messages profonds et extrêmement clairs qu'il a prononcé ce vendredi et je pense qu'il y a beaucoup à dire dans le sens de ces messages qui sont hyper importants et je pense que vous avez certainement un programme qu'on en parle par la suite. Bien sûr. Selma ? Un discours qui appelle à une certaine éthique politique, un discours qui appelle également à un devoir national de tous les parlementaires. Comme a dit Malika, nous sommes dans le bain. On est censé comprendre les problématiques des citoyens, être proche des citoyens et pouvoir plaider pour la cause de ces citoyens au Parlement. J'ai compris le message, j'ai reçu le message. J'espère que la majorité des Marocains ont compris et ont reçu le message. C'est un discours qui me parle, qui m'a toujours parlé. Vu mon engagement déjà sur le terrain social, hormis le terrain politique. Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le bien-être des citoyens a toujours été au cœur des préoccupations du souverain. Sa Majesté a une nouvelle fois appelé à l'encouragement des initiatives locales, la création d'emplois pour les jeunes, la promotion concrète des secteurs de l'éducation et de la santé. L'emploi, la santé et l'éducation, ce sont les priorités majeures. Mais là où le blâme blesse, nous sommes encore à un taux de chômage extrêmement élevé et préoccupant, notamment qui touche énormément les jeunes. Sur la création d'emplois, du chiffre de chômage stagne à 12,8%. Le chômage des jeunes demeure des plus préoccupants. 35,8% chez les 15-24, 25 à 30 pour les 25-34 ans, 21,9%. Comment peut-on y remédier ? On ne va pas trouver la solution tout de suite, mais de se dire qu'est-ce qui a été fait et où est-ce que l'on doit intervenir au plus vite. Aujourd'hui, lorsque je dis qu'il y a une problématique de chômage, c'est certes une responsabilité du gouvernement pour résoudre cette problématique, mais également c'est une responsabilité des entreprises également. Aujourd'hui, on le sait très bien, c'est-à-dire vous avez introduit cette séance en disant qu'on ne va pas parler la langue de bois. Mais aujourd'hui, est-ce que les entreprises, lorsqu'ils procèdent au recrutement, est-ce que il y a un encouragement en fait ? Est-ce qu'il y a
on va dire, alors, en gardant le mot encouragement, des profils, des jeunes qui sortent des facultés, par exemple, ou des établissements publics. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une logique d'attirer plutôt des profils qui viennent, qui ont fait des écoles étrangères? Moi, je partage avec vous l'un des soucis de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes, par exemple, aux facultés, mais ça, qui par disent exemple, que les entreprises pourrait ne s'intéressent l'accompagner. pas. Ça, le gouvernement pourrait l'accompagner. Oui, parce que, par exemple, ailleurs, il existe des stages d'alternance où on forme les jeunes dans son entreprise et qu'ensuite, on peut, on lui donne les clés, on lui apprend. Et ce qui lui permet d'accéder à un emploi. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des mesures qui vont permettre justement d'accompagner cette jeunesse et qu'on va réduire en fait ce gap entre ce qui est demandé par le marché d'emploi et ce qui est produit par nos facultés et établissements publics. Ça a été discuté, et là je rejoins Melika lorsqu'elle dit le travail des députés à la Chambre des représentants. La vérité, je n'ai pas vu que ce travail a été discuté après, a été débattu après, alors qu'il est extrêmement intéressant. Je pense qu'il résout une grande partie de la problématique de chômage aujourd'hui. Mais sincèrement, j'ai un grand appel pour justement les entreprises. Que doivent-elles faire? C'est quoi l'appel que vous lancez? Alors, en fait, des fois, je généralise pas, mais des fois, et je dis pas que c'est la responsabilité exclusive des entreprises, parce que des fois, on a un produit, on a des étudiants qui, par exemple, je prendrai un simple exemple. Il y a des étudiants, par exemple, qui ont fait tout le cursus en arabe, et puis on arrive aux études supérieures, ils sont en français, le niveau de français n'est pas à jour, et donc par la suite, il part vers le marché d'emploi, il est en compétition avec quelqu'un qui vient, avec un étudiant qui a fait... Qui va être totalement bilingue, qui va avoir une meilleure maîtrise des langues, et donc l'entreprise qui va être privilégiée. Exact. Et donc l'entreprise, c'est en fait l'offre et la demande du marché de travail. Mais encore, il faut quand même... puisque justement les entreprises ont la capacité, ont la possibilité de faire de la formation continue pour leurs cadres. Latifa, comment on peut booster la création d'emplois pour les jeunes, vous qui travaillez dans le milieu social depuis de très nombreuses années? En ma qualité de fille du peuple d'abord, en ma qualité d'un membre des forces populaires, c'est-à-dire l'USFP, en ma qualité de membre de l'opposition, j'adore écouter la majorité qui est malheureusement, hélas, une majorité écrasante. Nous n'avons pas de place dans ce Parlement. Nous sommes en face d'une majorité qui est écrasante, en face d'une majorité qui passe les lois qu'elle a souhaitées, en face d'une majorité qui a plus de droits de parole que nous, plus de temps de parole que nous. C'est normal, c'est une majorité qui remonte des urnes. Et tout pays démocratique est obligé de respecter les urnes. Il y a eu des élections en 2021. Là, vous me faites un discours politique. Moi, j'aimerais bien que vous me répondiez à ma question, s'il vous plaît. Oui. Que fait-on pour les jeunes pour leur donner un meilleur accès à l'emploi? Il faut s'en occuper, il faut s'en rapprocher. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que quand un ministre de l'investissement, un ministre de l'emploi, un ministre du commerce arrive avec des chiffres, moi je veux connaître, je veux savoir que veulent dire ces chiffres. Quand on arrive avec des milliards, moi les zéros derrière la virgule me donnent le vertige. Me donnent le vertige parce que je me pose souvent la question, je me dis mais où sont tous ces milliards? Puisque nous avons un taux de chômage de 12,80, où sont partis tous ces milliards? Donc je demande une transparence, une clairvoyance et une franchise des responsables des investissements dans notre pays. Je veux savoir où sont allés tous ces milliards, qui sont les sociétés ou les entreprises qui ont profité de ces milliards et qu'ont fait ces entreprises de tous ces milliards. Il est anormal qu'une entreprise avec un capital de 100 000 dirhams obtienne par exemple un fonds de 50 ou 60 milliards. Ça, ce sont des petits exemples qui, moi, m'ont donné le vertige. Donc je demande une transparence à ce gouvernement, je demande une transparence aux gens qui sont responsables et aux gens qui gèrent les sous des concitoyens. Ça n'est pas nos sous, ce sont les sous des Marocains. Et le gouvernement est responsable des sous des Marocains. Il doit gérer au mieux les sous des Marocains. Et les Marocains, la grande majorité, ce sont des jeunes. Ces jeunes-là, c'est le Maroc de demain. Moi, j'ai 62 ans, demain, je ne serai plus là. Mais je m'inquiète pour le Maroc de demain dans lequel ma fille va vivre. Et mon problème, il est là. Je veux savoir où vont tous ces milliards. Pourquoi on a investi tant d'argent et qui a bénéficié de tout cet argent-là? Il est là le problème.
Et pourquoi et pas les jeunes? Si vous venez de nous rejoindre, mes invités aujourd'hui sont des parlementaires. Avec nous, Latifa Sherif, députée au sein de l'USFP, Malik Al-Hayyan, député de l'Istiqlal, et Salma Benaziz pour le parti du RNI. Je vais reformuler ma question. Quelles seraient aujourd'hui les solutions? J'entends bien le travail qui a été fait, les démarches, les conventions aussi. Il y en a eu énormément de signés. Que peut-on faire aujourd'hui pour booster l'emploi chez notre jeunesse? Est-ce que vous, qui êtes des femmes de terrain, vous avez des pistes éventuelles? Oui, bien entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes, énormément de pistes. Lesquelles? Faut-il encore accepter de les mettre en place depuis le début aussi au niveau du Parlement? J'insiste, il y a les universitaires, comme disait ma collègue, elle a raison, les gens qui ont des diplômes, mais il y a la majorité qui n'ont pas de diplôme. La majorité n'ont pas passé leur bac, même pas le shahada, la 3e année. Donc ça veut dire quoi? Ça fait des années que je demande des écoles professionnelles, des écoles socio-professionnelles. Il y a des industries qui s'installent dans le nord, puisque je parle de ma région, mais il n'y a pas de main-d'œuvre parce qu'ils ne sont pas formés. Ou alors les sociétés étrangères. Alors, est-ce que justement, le problème n'est pas là, pas suffisamment de formation? Évidemment. Former ces jeunes. Évidemment. Puisque, en effet, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, c'est ce qui revient très, très souvent. Soit des jeunes qui ont été déscolarisés ou qui n'ont pas suivi jusqu'au bout leur cursus. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas une piste à creuser davantage avec des centres de formation? Bien entendu. Et là, les formations, je ne demande pas des écoles d'art et métier, des écoles supérieures, techniques. Je demande simplement des centres sociaux professionnels qui prennent les enfants qui sont déscolarisés de 12, 13, 14, 15 ans, qui les forment, et même plus. Même un adulte peut venir se former, suivi par des assistants sociaux, et les guider dans leur vie. Qu'est-ce que tu peux faire de tes mains, puisque tu n'as pas pu étudier? Et on te donnera des cours de formation de gestion d'entreprise pour savoir que si un jour tu t'installes comme petit entrepreneur, tu connais la différence entre le brut et le net. Et que ce sont des écoles qui doivent être au moins 3-4 par petite ville. N'oublions pas le monde rural, il est énorme. Et par exemple, dans la région, vous avez toujours les centres-villes, mais vous avez tous les villages tout autour et environnants. Ce sont des choses qui doivent s'installer comme des petites écoles primaires, on va dire. C'est presque une obligation. Ces gens n'ont aucune formation. J'ai des ouvriers moi-même. Je les forme moi-même. Je suis dans le bâtiment, je les forme parce que pour moi, c'est un devoir. Mais si tous les entrepreneurs pouvaient le faire, mais en plus que nos supérieurs, que l'État décide de créer des centres de formation socio-professionnels, je vous promets que ce sont des cursus courts, 6 mois, 9 mois, maximum 1 an. Et j'ai un projet pour le moment dans ce sens à Silla, au nord. Et donc, mais malheureusement, c'est tellement compliqué. L'administration est tellement lourde. Mais c'est quoi qui est compliqué? D'avoir des autorisations, c'est quoi qui est compliqué? Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, on numérise certaines demandes. Mais je peux vous promettre que cette numérisation ne sert à rien. Si vous ne prenez pas votre téléphone et que vous appelez tel ou tel service en disant « Vous attendez quoi pour me libérer mon dossier ?» Eh bien, il n'y a rien qui se fait. Se retrouver à 15, 16, 20 ans sans aucune ouverture et aucune formation digne de ce nom qui va leur permettre d'accéder au marché du travail, on se dit, les politiques, qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord. Écoutez, pour moi... Et ne me dites pas les signatures ont fait, non. Toujours est-il la réalité? Non. Aujourd'hui, je pense que l'angle d'attaque, c'est clairement de créer des débouchés économiques. C'est nécessaire. Certes, il est essentiel de parler de la formation continue, de parler de il faut former les gens, etc. Mais quand vous dites, quand je parle de 30% de chômage, la question qui se pose, est-ce que les 30%, commençons déjà par les jeunes diplômés, ne serait-ce que... Rien que déjà. Voilà, rien que ça. Et je pense qu'il est essentiel de créer des climats pour avoir des débouchés économiques. Aujourd'hui, il est primordial, lorsque je dis qu'on a une charte d'investissement, écoutez, ce qui est fait au niveau des lois est génial. Mais qu'en est-il de l'application? Aujourd'hui, il y a des subventions destinées à des entreprises pour investir dans les zones rurales. Combien de taux d'investissement dans les zones rurales? Le taux, il n'a pas bougé. Il est extrêmement faible. Et donc, l'idée, c'est justement, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de la responsabilité collective. Aujourd'hui, vous avez une loi, vous avez des subventions qui peuvent atteindre 30% de la subvention de la dépense
réponse d'investissement. C'est-à-dire que le texte est là. Allez-y, investissez dans... Mais qu'est-ce qui aujourd'hui va freiner un entrepreneur d'aller investir dans des zones enclavées? Certes, il y a des problèmes parce que lorsque je prends, par exemple, certaines régions, certes, ça reste des problématiques pour les entreprises d'investir dans des zones pourquoi ne enclavées. pas proposer des abattements beaucoup plus importants pour toute entreprise qui va s'installer en milieu rural? Pourquoi ne pas proposer, comme certains gouvernements le font ailleurs, c'est pas de la prise de risque alors. Des abattements, des aides. Quand vous embauchez un jeune ailleurs, je vais prendre l'exemple de la France par exemple, avec des plans jeunes, des plans coup de poing, vous permettez un accès à l'emploi et l'entreprise bénéficie, c'est du gagnant-gagnant, bénéficie d'un abattement si elle prend ces jeunes. Je sais pas, il y a peut-être des modèles à trouver, des échanges. Ça vous fait rire, Latifa? Oui, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que, d'abord, la France n'est pas le bon exemple. Parce que vous avez beau subventionner des entreprises qui vont aller dans l'arrière-pays, elles n'ont aucun moyen d'accès. Moi, je me vois mal, même si on me dit, tiens, un paquet de milliards, il va t'installer à Chichaoua, comment je vais ramener un camion de marchandises de Chichaoua vers le port de Nador, Med-Ouest ou vers Tanger? Impossible. Tant que les infrastructures ne sont pas là, on ne peut pas aller vers l'arrière-pays. Donc, c'est pas possible, d'une part. D'autre part, pour rebondir sur ce que disait mon ami Malika, sur les jeunes. La formation professionnelle est une chose. L'ANAPEC est là, le ministère est là, mais il y a un accompagnement. Un accompagnement dans les quartiers. La première formation, c'est la maison. C'est la famille, c'est les parents. Et tant que ces parents, on ne les forme pas déjà à être parents. C'est facile de faire un gamin dans la vie. Mais ce gamin, on en fait quoi? À l'époque, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait un programme national de planification familiale. On apprenait aux femmes combien il fallait faire d'enfants, on leur disait, voilà, écoutez, il y avait une formation des mamans, ça n'existe plus. À l'époque, il y avait une matière à l'école primaire qui s'appelait l'éducation civique. Ça n'existe plus. Maintenant, vous avez un passage clouté, les jeunes ou les moins jeunes, traversent à 3 mètres du passage clouté. Maintenant, un homme devant un ascenseur, il bouscule la femme pour passer et rentrer en premier. Il y a un problème d'éducation civique. Et tant que l'éducation civique n'est pas présente, on n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des associations de quartier qui font un travail formidable dans notre pays. Il faut que les élus locaux aillent vers ces associations-là, d'abord. Ensuite, quand on voit les budgets des collectivités locales, ils disent oui, on a construit un dispensaire, on a fait ça, on a fait... Mais l'humain, on en fait quoi? C'est bien beau de construire, mais on en fait quoi de l'humain? L'humain, il faut le former, il faut lui dire voilà ce que c'est qu'un dispensaire. Je reviens sur le domaine de la santé, par exemple. Le citoyen marocain ne sait pas qu'il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 en santé. Ça veut dire que je suis Ça veut dire quoi, le niveau 1? Alors niveau voilà, 2, justement, niveau 3. je suis dans un quartier, j'ai mal au ventre, je dois aller d'abord vers le dispensaire. Tout le monde va au CHU. Et après, on dit ouais, le CHU, ça marche pas. C'est pas possible. Il n'y a pas d'information. Les gens ne sont pas formés et ne sont pas informés. Et tant que les gens ne sont pas informés, ils ne sauront pas. Et ils vont très mal réagir. La faute à qui? La faute aux gens qui gèrent le pays, la faute au gouvernement, la faute aux élus locaux, la faute peut-être au ministère de la Communication qui devrait communiquer davantage, expliquer. Ils ont des moyens pour communiquer. Les médias, vous avez un rôle à jouer aussi dans l'information et dans la communication. Vous n'êtes pas obligé de recevoir des parlementaires ou des ministres ou des directeurs centraux pour communiquer. Vous pouvez faire à votre niveau des spots et dire aux gens, écoutez, voilà, il existe d'abord, il faut aller vers un dispensaire, ensuite vers un hôpital local, vers un hôpital régional, arriver au CHU qui est une structure régionale, là où il y a les spécialités. En France, vous n'allez pas directement chez les spécialistes, vous allez d'abord chez le médecin de famille, ou chez le généraliste, puisque le généraliste maintenant en France est une spécialité. Donc il y a un chemin à suivre que le Marocain ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas informé. Et pour rebondir sur les associations de quartier, les collectivités locales, quand on voit ce qu'elles font de leur budget, ils ont créé des terrains de foot, des maisons de jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans ces maisons de jeunes et de culture? À part, c'est bien, le chant, le théâtre, je suis d'accord, mais il y a une formation, il y a une instruction civique aussi qu'il faudrait intégrer dans les maisons de jeunes.
Et ça, j'ai bataillé pour ça et personne ne m'a écouté. Alors, puisque vous m'interpellez sur le côté des médias, je vais en revenir au discours royal et on va en parler de cette communication. Sa Majesté a dit « Nous attendons de vous tous, au gouvernement comme au Parlement, en tant que majorité au sein de l'opposition, que vous mobilisiez toutes les énergies et toutes les potentialités et que vous fassiez prévaloir les intérêts supérieurs de la nation. » Et peut-être que tout le problème est aussi là, quoi que le gouvernement fasse, quoi que les parlementaires fassent, sans communication, sans explication, sans débat public, nous ne sommes pas informés et nous, médias, nous ne pouvons pas informer. La faute aux deux, bien évidemment. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que parlementaire. Juste, on reçoit énormément d'établissements de santé, on reçoit des directeurs de cliniques, on reçoit des médecins énormément dans nos différentes émissions. Mais aujourd'hui, le plus important, en fait, au lieu de lister les problèmes, qu'on arrive à trouver des pistes de solutions. Et je vous remercie encore d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à Radio 2M pour parler, parce que je pense qu'en parlant, en lançant de véritables débats publics, on peut arriver à avancer. Tout à fait. Malika. Mais écoutez, je pense qu'il y a un obstacle dans notre fonctionnement, et je pense que c'est dans tous les pays du monde, mais chez nous davantage. J'appelle ça Vous savez, là où je suis, où je travaille, vous avez le président de commune qui a un parti, moi je suis d'un autre parti, puis un troisième. Nous avons les petites guéguerres politiques qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. J'ai clairement annoncé ma volonté d'aider le président de commune, qui n'est pas de mon parti. En réalité, mon parti, je le remercie, parce que grâce à lui, je peux défendre les intérêts du citoyen. Mais nous avons un gros blocage, c'est, encore une fois, comme disait Latifa, c'est dans les mentalités, les esprits. Cette guéguerre politique, moi je fais tout, mon parti va faire, l'autre parti je n'en veux pas. Non, je crois qu'il faut choisir l'humain. Dès lors que vous avez des gens, Latifa, elle est d'opposition, mais combien de fois dans l'hémicycle, j'ai pas envie de me lever et de dire Latifa, tu as raison. Mais on nous dit non, vous êtes de la majorité, toute la majorité. Scout. Combien de fois? Et nous-mêmes, l'hagra, c'est-à-dire que nous avons dit que la frustration qui est là et que nous n'arrivons pas ou difficilement à enlever. Donc alors je me mets dans l'opposition ou je reste dans la majorité. Quoi qu'il en soit, les messages doivent passer. Mais malheureusement, ces petites choses nous empêchent de travailler main dans la main pour un pays qui en a besoin en réalité. Et ces communications sont hyper importantes. J'ai toujours dit, Tsawassol, il n'y a pas de communication. Depuis le début de ma législature, Latifa, combien de fois ne l'a pas entendu? Il n'y a pas de communication, ni avec le citoyen marocain, ni le citoyen marocain qui est à l'extérieur. Parce que justement, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui êtes sur le terrain. Oui. C'est à vous de communiquer avec le citoyen. Non, communiquer vous travaillez avec eux au quotidien, main dans la main. Alors, il y a deux types de communication. Il y a la communication avec les gens, les citoyens, et la communication qui peut passer des messages à une population beaucoup plus large. Et ça, c'est votre rôle. C'est passer des messages à une population beaucoup plus large. Nous communiquons, mais on fait plus que ça. Parfois, il nous arrive de mettre la main dans la poche pour pouvoir aider un ensemble de citoyens qui n'ont pas d'eau. L'égout, on est dans le périmètre urbain. Dans la ville, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'égout. Et les égouts sont à l'extérieur. Alors vous allez à la wilaya, vous en parlez. Bon, et à la partie administrative, ça prend des semaines, ça prend des mois. Et c'est frustrant. Donc je crois qu'il n'y a pas que nous. Il y a là-haut qu'il faudrait qu'ils nous prêtent plus l'oreille et qu'ils soient attentifs. Nous voulons l'intérêt du pays. Nous ne sommes pas parlementaires pour dire nous le sommes, pour profiter de la situation. Alhamdoulilah, j'ai bossé, j'ai gagné ma vie. Je n'ai pas besoin de ce qu'on me donne au Parlement pour pouvoir défendre le citoyen. Pas du tout. Très concrètement, si vous aviez une piste, une idée de solution pour booster, parce que finalement on sera resté sur l'emploi, mais franchement, il est tellement important. Une piste concrète à avancer aujourd'hui sur notre antenne, ce serait laquelle? Emploi? Oui. Pour moi, il faut s'asseoir à table avec les entreprises, les représentants d'entreprise. Pour vous, c'est les entreprises qui sont la clé. C'est la clé parce que mais vous leur diriez quoi? Vous n'allez pas lui dire, vous allez vous asseoir à la table avec des entreprises. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Il faut embaucher des jeunes? Non, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Pas du tout. Parce qu'il faut avouer qu'il y a également
on revient encore à la problématique de communication. Il y a des entreprises qui ne comprennent pas certaines mesures. Il y a des entreprises qui ne savent pas qu'il existe certaines mesures. Et donc, il faut s'asseoir à table avec une logique, on va dire, win-win, mais c'est pas le win-win profit. C'est win-win et que chacun de nous doit jouer son rôle institutionnel au niveau de ce pays-là. Aujourd'hui, il y a plein de rencontres entre le gouvernement, justement, et les entreprises. Non, mais lorsque je dis communication, c'est le rôle de tout le monde. C'est pas exclusivement le gouvernement. Parce que là où le bas blesse, excusez-moi Selma de vous interrompre, là où le bas blesse, on parle sans arrêt d'investissement. Latifa le rappelait tout à l'heure. Et on parle effectivement d'investissement. 2 millions, de milliards de dirhams. Et le citoyen marocain se dit, et moi, c'est beaucoup de milliards. Où c'est beaucoup d'argent. Je suis où, moi? J'ai rien eu. Tout à fait, j'ai rien eu. Mais chauffe-toi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le gros problème, c'est ça. C'est que quel mécanisme de communication utilisons-nous pour que le citoyen comprenne d'où vient cet argent, elle est destinée à quoi cet argent, et in fine, quand est-ce que j'aurai mon retour sur investissement sur cet argent. Exactement. Ce n'est pas combien de l'argent de injecté d'emplois concrètement et début qui ça va 2020. viser. Vous savez Selma, même quand on parle de... Ça va créer, on va dire, 20 000 emplois. Mais qui sont-ils? Oui. Qui sont-ils? Ces 20 000, où est-ce qu'on va les chercher? Tout à l'heure. Vous voyez, en termes Latifa tout à l'heure parlait de besoin de transparence. Nous, médias, nous en avons besoin, mais le premier qui en a besoin, c'est vraiment le citoyen marocain. Faire un ça. Est-ce que ça va me donner un emploi à moi? Nouldine, Benti. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, on ne communique jamais. En fait, je ne dirais pas qu'on communique jamais, mais je vais dire que les mécanismes de communication... Excusez-moi, quand on parle de 20 000 emplois, création de 20 000 emplois, on parle pas dans l'absolu. C'est pas 20 000, je parle pas, je réponds pas aux 20 000. D'accord. Mais je veux dire que les mécanismes de communication qui sont utilisés aujourd'hui, je pense qu'ils sont destinés à une catégorie de population bien précise. C'est que des fois, il y a une catégorie de la population qui comprend bien, qui comprend d'où vient l'argent, la destination. Mais il y a une autre population qui est largement majoritaire. Exactement. On en fait quoi? C'est une population et c'est une population qui potentiellement nous a donné nos voix, ses voix. Tout à fait. Que ce soit pour la majorité, que ce soit pour l'opposition, et elle a le droit non seulement de comprendre les mesures. Et, moi, je vais parler en tant que parlementaire de la majorité des mesures entreprises par le gouvernement, mais comme a dit Sa Majesté, ils ont le droit de comprendre toutes les politiques publiques de la nation. Bien sûr. Les politiques publiques nous appartiennent tous. Et aujourd'hui, ils dépassent en fait la temporalité des mandats politiques. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas me dire non, pendant 5 ans, voilà ce qu'on a fait. Eux, ils n'ont pas. Non, on doit sortir de cette coque et dire que les politiques publiques de cette nation nous appartiennent tous. On a tous une responsabilité à communiquer dessus, à expliquer chacun de son côté. Et je pense que sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, le discours de Sa Majesté est un grand signal pour nous. Je pense que aujourd'hui, la leçon... Ça réveille les esprits ? Clairement. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il y avait certains qui continuaient de blâmer, alors qu'ils ont une part de responsabilité. Mais je vais en revenir, je vais faire réagir Latifa, mais vous savez, quand vous nous dites, et on vous croit sur parole, bien évidemment, on travaille sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent au Parlement, et vos prises de parole, certes, ça passe un peu à la télé, mais dites-nous ce qui s'y passe. Désolée, je m'excuse rapidement, parce que ça m'a vraiment interpellée. Mais il faut dire que côté médias, qui vont faire passer le message, qui vont dire voilà ce que font les élus, on ne va pas dire que tous les médias sont responsables aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez pris la peine d'inviter des parlementaires. Bien évidemment, tous les médias. Mais... Avant même hors antenne, vous nous avez dit aujourd'hui, on va pas utiliser la langue de bois. On va dire ce qui se passe. Mais la question qui se pose, est-ce que tous les médias aujourd'hui s'intéressent à ce qui se fait, s'intéressent à ce qui intéresse les citoyens, ou on est dans certains médias qui s'intéressent au buzz davantage. Après, il y a médias et médias aussi. Voilà, c'est ça. Les journaleux et les journalistes. Mais je vous garantis que la majorité de mes consoeurs et confrères
veulent justement donner la parole pour mieux comprendre, parce Bien qu'avant sûr. toute chose, comme vous l'êtes vous aussi, on est des citoyens du peuple, Bien avant sûr, d'être bien et sûr. journalistes ou même vous parlementaires. Donc tout ça est bénéfique pour tout le monde si on communique correctement. Clairement. Vous regardez les plateaux ailleurs, il n'y a pas un jour où vous n'avez pas des politiques qui s'expriment. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Soyez francs, c'est réel. On est confronté à ça. Après, peut-être de notre faute de ne pas inviter suffisamment. Des fois, on trouve des plateaux avec des experts. Il n'y a pas de politiciens autour du. Madame, du plateau. alors quand on a des experts, c'est notre cas également, c'est parce que nous n'avons pas trouvé le bon intervenant. Ou alors qu'on ne nous a pas, on n'a pas eu l'opportunité. Mais je peux vous garantir qu'à partir d'aujourd'hui, on donnera de plus en plus la voix aux parlementaires et pas spécialement. À bon entendeur, salut. Non, mais non, ben, vous êtes là aujourd'hui. Oui, merci. Oui, vous êtes parce là que vous aujourd'hui. avez, Et ce parce n'est que pas vous la avez eu le première courage fois. de nous inviter. Non, et ce n'est pas la première fois. Soyez, Non. soyez Non, mais avec vous, non, sur du tout. l'antenne de Radio Au contraire, 2M, en tout cas, je nous vous en essayons. remercie. Latifa, très concrètement, pour conclure, une piste très concrète pour booster l'emploi des jeunes. Déjà, pour arriver à une piste, il faut avoir un starting block de départ. Pour arriver... Vous allez revenir au problème et pas à la solution. Moi, Non, j'aimerais une solution. non, je vais vous dire. Pour avoir la solution, je reviens à la transparence et à la clairvoyance. Une entreprise qui a bénéficié d'une aide de l'État doit déclarer ses chiffres et doit dire voilà combien j'ai employé de jeunes. Exactement. Tant qu'on n'a pas ces chiffres-là, Il faut que ce soit une obligation. il faut que ce soit une obligation. Sinon, cette entreprise doit rembourser ce qu'elle a eu de l'État. Non, quand je parle d'obligation, mesdames, je parle d'obligation d'embaucher des jeunes. Et de déclarer. Parce Et que de dans- déclarer tout le monde. Parce que nous sommes en 2025 et il y a encore des entreprises qui emploient des gens au noir. Il y a encore des entreprises qui donnent 2000 dirhams à une secrétaire. Ce n'est pas normal. Et il est là mon problème. Mon problème, il est dans une entreprise qui est protégée par X, par Y. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que des têtes tombent, il faut que des entreprises prennent des coups de cravate s'il le faut, mais il faut de cravache, pardon, et il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elles emploient des jeunes, qu'elles déclarent qui sont ces jeunes. Et qu'ils soient déclarés, qu'ils aient une CNSS, qu'ils aient une retraite, qu'ils aient un IR, mais dans les normes. Dans les normes. Nous ne sommes pas encore dans les normes. Des entreprises emploient dans le textile, peut-être des industries, emploient 3000 à 4000 personnes. Vous en avez 150 ou 200 qui sont déclarés. On va où comme ça? C'est pas normal. Et comme les gens n'ont rien à manger, ils se contentent des 2000 dirhams. Et après, ils vont faire le ménage, les femmes. Elles font le ménage de 4h à 7h du matin. À 8h du matin, elles sont dans les usines. En deçà du SMIC. Hein. D'accord. Vous confirmez ces chiffres? Oui. Non, Oui, non, dit Latifa, vous confirmez? c'est un sérieux problème parce qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, récemment, il y a quelques mois, j'ai vu, après le dialogue social, il y avait le porte-parole du gouvernement qui sort pour dire qu'il y aura une augmentation du SMIC à tel. Et il y avait des commentaires, il y avait des gens qui disaient que ce sont des propos mensongers. Alors ils ont, en fait, on va pas dire qu'ils ont tort et on va pas dire qu'ils ont raison. Ils ont pas tort parce que lui, il voit qu'il touche 2500 ou 2400, il touche en deçà du SMIC déclaré par l'État. Et donc c'est pour ça que je reviens à la responsabilité collective. Aujourd'hui, une entreprise qui embauche 4000 et déclare 400 ou déclare 100, elle est où la responsabilité institutionnelle? Elle est où la responsabilité civique? Et donc ces chiffres sont alarmants, mais c'est la réalité. Pas de langue de bois. On trouve dans nos écosystèmes des gens qui touchent encore 2500 dirhams ou 2800 dirhams. Les mesures gouvernementales sont là, mais qu'en est-il de l'application? Mais il faut les appliquer. C'est pour ça que le gouvernement, il doit avoir le courage de faire tomber des personnes, même si c'est leur famille, leurs amis, on s'en fout. Il faut que des gens tombent pour donner l'exemple aux autres entreprises qui vont bénéficier cette année 2025-2026, qui vont bénéficier d'aides de l'État. Et là, de nouvelles subventions. Voilà, de nouvelles subventions. Et là, oui. Quand ils vont voir qu'ils ont imposé un tel et un tel et un tel et que un tel et un tel est tombé, eh bien oui, là les autres vont avoir peur et ils vont y aller, ils vont déclarer les gens et ils vont payer correctement parce que le minimum du minimum, c'est le SMIC. C'est un droit constitutionnel. Bah oui, pour avoir c'est un droit absolu. Et nous, en tant que société privée, j'applique le SMIC suivant la loi. Et mes ouvriers sont enregistrés à la CNSS et autres. C'est une obligation. C'est peut-être culturel, mais c'est comme ça. Par contre, je reviens au salaire, les SMIC. Sachez que les gens du nettoyage dans les hôpitaux
qui maintiennent l'hygiène, les gens qui ramassent hachakoum les poubelles dans les rues, le service de ramassage, les agents de sécurité, ils ont 800 dirhams par mois. J'ai fait un article, j'ai fait tout un scandale. C'est inhumain. Et en plus, ils sont payés 5 à 6 mois plus tard. Et ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est pas nous, c'est pas les privés, c'est pas les parlementaires, c'est l'État. Parce que ça Ils dépend. sont payés combien de temps plus tard Un temps plein. Ils sont payés 800 dirhams par mois et ils sont payés 5-6 mois plus tard. Et je leur ai parlé, je leur ai dit, j'ai travaillé pour eux. Vous parlez des établissements publics? Absolument. Des hôpitaux publics? Oui, les hôpitaux publics. Et quand vous allez dans un hôpital... C'est de la sous-traitance, il me semble. Non, c'est de la sous-traitance. Oui, ce sont des entreprises privées. Mais qui paye? Non, c'est l'entreprise privée. D'accord. Non, c'est un marché que passe le ministère de la Santé à des sociétés intérimaires. Eh bien, à ce moment-là, il y a un encadrement à faire de la part de l'État à dire vous devez payer vos ouvriers autant et autant. C'est simple. D'une part. D'autre part, vous avez parlé de la transparence. Moi, tous les millions qu'on entend, les milliards qu'on entend depuis le début de la session parlementaire, on a eu le vertige. Et on a besoin. Vous aussi. Et dans la majorité. On a besoin d'explications. Où va et où est cet argent? Je parle de l'enseignement et je parle de la santé. La santé n'a pas bougé d'un iota depuis le début de cette législature, qui est exactement la même que celle précédente. Mais donnez-nous, il faut des audits. Voilà. Dans chaque État, dans chaque situation du gouvernement, il faut des audits externes. Vous avez dit autant, il y a autant, dites-nous où c'est parti. Et voir et éventuellement cadrer la chose pour diminuer ou augmenter. Et tout ça dans l'intérêt du citoyen. Il y a un contrôle à faire, un contrôle assidu. Je dis bien assidu. Il y a trop de choses qu'on nous dit. Nous sommes des grands parleurs. Je suis désolée de le dire. Le Marocain a peut-être irrité un petit peu de la France. On aime notre ego et on fait. Non. Maintenant, revenons les pieds sur terre. Le peuple a besoin de nous. Si vous permettez, merci, mesdames. Si vous permettez rapidement, on va refermer très rapidement. Pour dire ce que je pense également et dire certains faits qui sont là. Maintenant, la situation de santé au Maroc, certes, elle pose problème. C'est problématique. Personne ne peut dire... C'est plus que problématique. Oui, je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites? Oui, on ne doit pas dire non. C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi? Parce que si on revient juste 4 ans ou 5 ans, je ne vais pas utiliser les chiffres du gouvernement, comme ça je vais avoir je vais avancer des choses qui sont indépendantes. Alors, donc si je prends les normes de l'OMS, le taux de couverture médicale, ça veut dire combien de professionnels de santé, médecins, infirmiers, etc., par habitant, par 1000 habitants. La norme selon l'OMS, c'est d'avoir ou de dépasser les 2,5%. 2,5, pardon, professionnels de santé pour 1000 habitants. On était, il y a 4 ou 5 ans, on était à 1,0 ou 1,6. Nous sommes à 2,05 ou 2,06. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Oui. Il y avait des facultés de médecine qui ont été ouvertes. Il y avait des professionnels de santé qui ont été formés, des CHU qui ont été créés, qui ont été rénovés. D'ici la fin de l'année, il y aura 1400 centres de santé qui sera rénové. Là, je ne suis pas en train de jeter des fleurs pour le gouvernement, mais ils pour vont les dire... remplir comment? Non, c'est ça. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Un sérieux problème dont nous souffrons dans notre système de santé, c'est un problème de gouvernance. Et je pense sincèrement, je le dis sincèrement, c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème également de responsabilité civique. Je l'ai dit tout à l'heure en off, il est inacceptable qu'un professionnel de santé, avec ce taux de couverture qui est faible, rentre dans son bureau à 10h et quitte à midi. Il n'a pas le droit. Il n'a pas passé un concours pour cela. Lorsqu'il était en chômage, il avait un sérieux problème. Il blâmait l'État parce qu'il n'avait pas un poste. Mais dès qu'il a un poste, est-ce qu'il a le droit de quitter son poste à midi? Non. Ce n'est pas la responsabilité du ministère, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est notre responsabilité civique. Ça, d'un côté. D'un autre côté, lorsque je dis gouvernance, et certes, ça a pris du temps, les groupements de santé territoriaux. Je pense que c'est une belle expérience. Certes, l'expérience pilote va démarrer à Tanger-Tétouan, le fait de la je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande urgence. Au bout de 3 ans quand même. Non, mais il y a une grande urgence pour que ces GST soient généralisés avec rapidité. C'est une grande urgence. Mais dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, je trouve que non. Par exemple, si je prends rien, que je viens de parler de Tanger-Tétouan, il y a le CHU qui vient d'être ouvert. La population de cette région, c'est 6 millions d'habitants.
6 millions d'habitants, tout à l'heure, ma collègue Latefa disait que pour arriver ou pour bénéficier des soins de niveau 3, les 6 millions devaient se déplacer soit à Rabat, soit à Casa. Les 6 millions. Aujourd'hui, il y a un CHE à Tanger, donc ils n'ont plus à se déplacer ou à faire le déplacement. Est-ce qu'on a atteint les résultats? Pas encore. Non. On ne peut pas dire que oui. Ce qui s'est passé, les images qu'on voit. Oui, je suis entièrement d'accord. Et pour être clair, Est-ce que ça a été une véritable sonnette d'alarme là pour aussi, dire, bien sûr, mais bien sûr. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Si ce n'est pas une vraie signal d'alarme, ça veut dire qu'on ne fait pas de la politique. Ça veut dire qu'on n'a pas une responsabilité envers ce pays. Le fait de voir des gens pleurer et des gens qui ont de sérieux problèmes de santé, qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux soins, c'est le minimum vital. Hein. On rappelle que c'est le minimum vital. Ça, c'est la responsabilité de nous tous. En priorité, les gens qui sont en responsabilité. Mais je pense le fait de réformer des secteurs à coloration sociale, notamment l'éducation et la santé, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut dire la vérité. On ne peut pas réformer et attendre les fruits dans 2, 3, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas attendre. Donc l'idée, on est en train de revenir à l'obligation de communiquer aux gens et à utiliser les mécanismes de communication adéquats à chaque catégorie de population. C'est nécessaire. Les gens doivent comprendre. Mais en attendant, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des GST, il y a des mesures qui doivent être accélérées. Et sincèrement, moi, je suis optimiste que le citoyen marocain pourrait trouver des soins de santé à même dans... Inch'Allah. Mais il va falloir faire très très vite. Je suis obligée de clôturer. Je voudrais juste rebondir sur la formation. Très rapidement, s'il vous plaît. Sur la formation. Former, c'est bien. Mais former avec qualité, c'est mieux. Il ne s'agit pas d'aller vite. Clairement. Parce que plus on ira vite et plus on va droit dans le mur. Je vous donne un exemple. Les étudiants de médecine, quand on est passé de 7 ans à 6 ans, c'est très bien. Mais a-t-on le terrain de stage pour ça? Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. J'en reviens. Donc je m'inquiète, honnêtement, je m'inquiète pour les médecins qui vont sortir dans 3 ou 4 ans. Je m'inquiète pour la qualité des soins que vont donner ces médecins aux citoyens marocains. Parce qu'ils ne seront pas passés par le terrain de stage qu'il faut dans les hôpitaux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alternance, d'être plongé au cœur de l'activité. C'est notre rôle aussi. Merci beaucoup, mesdames. Je suis obligée de clôturer. Était avec nous Latifa Cherif, députée au sein de l'USFP, Maryam Elhiane, députée de l'Istiqlal, et enfin Salma Benaziz pour le parti du RNI. Merci beaucoup, mesdames, de votre participation. À très vite. Merci à vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Merci infiniment de votre fidélité. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.